Voilà. Je vais m'attarder sur la notion des sources d'information en elles-mêmes. Donc déjà, on va les classer par type de source, moi ce que j'appelle type. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une source primaire, d'une source secondaire ou d'une source tertiaire? Une source primaire, c'est la notion de la source, elle est directement issue de l'endroit où l'information est sortie, elle a subi un traitement à minima, et donc elle n'a pas été travaillée, reformulée, corrigée, analysée. Et c'est pour ça qu'on parle de primaire, c'est que c'est la première chose qu'on voit. Souvent, on va préférer une source secondaire parce qu'elle va être issue d'un travail de réflexion, d'un travail de réappropriation de l'information, et donc un travail de représentation, et des fois avec confrontation d'autres informations ou rajout d'informations supplémentaires de la part de celui qui a fait le travail de prendre la source primaire et de l'enrichir. Et en finalité, on trouve beaucoup sur Internet, on trouve beaucoup sur les encyclopédies par exemple, des sources de type tertiaire. Ce sont des sources qui regroupent à la fois des sources primaires, des sources secondaires, qui font un agrégat des deux. Des fois un mélange, des fois juste un agrégat de sources secondaires, des fois juste un agrégat de sources primaires. Mais en général, c'est dans le but de présenter de façon diverse et on va dire bien mélanger les différentes informations primaires qu'on a pu retrouver sur un sujet. Après, on va parler aussi du format de la source qu'on a besoin, parce que si on a besoin d'une vidéo, si on a besoin d'un texte, ou si on a besoin d'une donnée du style un chiffre de résistance à un matériel, ça ne va pas du tout être le même type de recherche. Et donc, forcément, on ne va pas se diriger vers les mêmes outils. Donc, bien faire attention quand on fait une recherche, il faut bien s'attarder sur qu'est-ce qu'on cherche en termes d'objet. Donc, et derrière aussi en termes d'exploitation, l'objet en lui-même peut donner des contraintes diverses et variées. Donc, dans les moteurs de recherche, on peut entre autres filtrer sur le type d'objet qu'on recherche. Finalement, c'est d'où vient l'origine de cette source qui nous intéresse peut-être le plus. C'est est-ce que l'information est issue d'une tradition orale, c'est-à-dire qu'on nous l'a donnée et on a besoin de retrouver comment on va s'y approprier, comment on va la restituer. Est-ce qu'elle vient d'informations particulières? Ça peut être via les blogs, via les Twitter, via Facebook, ou tout simplement de particulier à particulier dans des rencontres informelles. Enfin, une source principale qu'on trouve sur Internet, c'est vraiment la source la plus importante, c'est le média grand public, qui peut être les revues du style Le Point, l'Express ou autres. Mais ça peut être aussi des revues plus orientées Internet, du style Re 89 ou autres sites du genre. Et finalement, j'en ai pas tout utilisé, mais ce qui m'intéresse le plus, je pense, les revues spécialisées, ou encore plus loin, c'est-à-dire les publications des universités, des bibliothèques ou autres, mais ça revient dans la même idée de revues spécialisées, c'est-à-dire c'est des informations à forte valeur, mais pas forcément très faciles à appréhender et à utiliser. Donc, où peut-on trouver ces informations? Donc, on a eu une petite présentation rapide sur comment chercher sur Google. C'est donc le moteur de recherche par excellence. 90% de la population en France utilise ce moteur de recherche environ. Il est très bien, il permet de faire de la recherche sur les types de fichiers, il permet de faire de la recherche par date, il permet de faire de la recherche par équivalence de mots, c'est-à-dire par mot traduit. Si on cherche un mot en utilisant le terme français, il peut faire des équivalents en anglais. Donc c'est en termes de recherche approximative aussi avec la sémantique, il peut suggérer des recherches approchées. Voilà, le principe des moteurs de recherche, c'est essayer de faciliter la recherche. Mais la première problématique des moteurs de recherche, c'est attention, il faut s'arrêter. Au bout de 1, 2, 3 pages de résultat, en général, c'est qu'on n'a pas fait la bonne recherche, ou que l'information ne soit pas trouvable. Donc, très important, limiter la recherche dans les moteurs de recherche à 1 ou 2, 3 pages. C'est là où intervient un autre moteur de recherche, par exemple Biscuit, qui est très bien parce qu'il agrège les différents moteurs de recherche principaux, donc Google, mais d'autres, donc Bing. Mais il y en a d'autres de moteurs de recherche, moi j'avais pensé à Copernic aussi. Il connaît la formulation nécessaire des différents moteurs de recherche, comme chaque moteur de recherche a une formulation légèrement différente.
Donc, lui, il peut te donner les moyens de trouver sur différents moteurs en utilisant une seule et même type de requête. Donc voilà, ça c'est pour les moteurs de recherche. Il y a des moteurs de recherche plus précis, plus spécialisés, mais je ne préfère pas m'attendre dessus. Je voulais plus aller dans d'autres types de recherche qui sont via les agrégateurs d'informations ou les encyclopédies. Donc les dictionnaires aussi peuvent être inclus dans cet aspect-là. Donc moi je pensais plutôt à l'ancien site universaliste, je crois qu'il n'est plus encore maintenu, mais il y a encore l'encyclopédie Larousse ou Wikipédia et les bases de données associées à ces sites-là. Wikipédia, donc la base de données associée, c'est Commons pour la base d'images qui sont justement libres, ce qui est intéressant pour pouvoir derrière les utiliser. Après, dans Wikipédia, comme dans Larousse, on a des moteurs de recherche à l'intérieur qui nous permettent de chercher soit sur les noms des objets, des articles eux-mêmes, soit à l'intérieur des textes. Et encore, on peut avoir des catégorisations d'articles, donc avoir des recherches par annuaire des articles. Mais dans ce cas-là, il y a un besoin bien spécifique. C'est déjà mieux connaître ce qu'on veut chercher. Le moteur de recherche permettre d'être approximatif. Les moteurs de recherche dans des outils comme cela nécessitent d'avoir une meilleure vue de ce qu'on cherche. Enfin, donc, il y a, pour se spécialiser encore, donc on a d'autres types de documents qui sont très intéressants à aller rechercher. Donc Gallica via le BNF, qui permet de faire des recherches par mots-clés, qui permet donc d'avoir des documents numérisés, ou sinon d'avoir accéder à leur base d'archives et extraire un document qui n'est pas numérisé. Il y a Arxiv, qui est une base internationale de documents de publications scientifiques principalement. Google Books, qui a travaillé sur la numérisation de beaucoup de livres. Et il y a aussi thèse.fr ou les équivalents anglais qui permettent d'aller chercher au niveau des thèses qui ont été publiées sur Internet. Après, je fais un module là-dessus, c'est qu'il faut faire attention, il y a pas mal de sites sur ces documents scientifiques ou autres, ou équivalents, qui vont demander soit une participation, soit un enregistrement. Enfin, pour finir, sur les sites spécialisés, donc si on a besoin d'une donnée chiffrée ou des choses comme ça, on peut avoir par exemple l'IGN qui va publier des données sur les communes, sur les régions, ou sur de la cartographie, l'INPI qui va donner sur des données de type brevet, ça ne se trouvera pas sur Internet via les moteurs de recherche en général, ou sur des données de type open data, l'agrégation des data brutes, des données brutes, par exemple le projet Data Group pour la France, ou équivalent. Donc, on va passer sur l'utilisation de ces sources-là. Il faut faire deux évaluations différentes sur le contenu lui-même et sur le contenant. Le contenu, c'est-à-dire qui c'est qui a écrit le contenu, est-ce qu'il y a eu de la relecture, est-ce qu'il y a eu des corrections, est-ce que le contenu cite les sources qui ont permis de donner l'information, et est-ce qu'il a été republié. Est-ce que souvent dans le milieu scientifique, la republication est un bon moyen d'évaluer la qualité d'une information. C'est que derrière, d'autres personnes se sont appropriées de l'information. Je vais vous mettre d'autres critères que je n'ai pas listés là. La date de la publication, c'est important sur des vieilles informations. Des fois, elles sont devenues obsolètes. Il faut donc regarder s'il n'y a pas eu une vraie actualisation d'information. À côté de ça, il faut aussi regarder sur celui qui publie l'information, le site où on est. Est-ce qu'il y a un comité éditorial? Est-ce qu'il y a un comité scientifique? Est-ce qu'il y a des débats sur les documents qui sont été publiés? On peut aller encore au-delà, c'est regarder les autres articles qui ont été publiés sur ce site-là. Par exemple, si on prend le Gorafi, un très bon site sur Internet, c'est un média grand public, on peut appeler ça comme ça. Sauf que si on regarde un peu plus rapidement en lisant les différents articles, on voit très bien que c'est caricatural. Par contre, si on s'arrête sur un article précis, c'est tellement bien emballé que des fois on peut croire que c'est vrai. Donc bien regarder autour de ce qui existe dans la panoplie autour de ce site-là. Voilà, et maintenant, quels sont les axes principaux qu'on peut faire pour essayer d'améliorer cette information? Déjà, quand on va avoir une information, une source, par l'évaluation d'avant, on va avoir une fiabilité de l'information. On va dire source peu sûre, qualité du contenu faible, moyenne, et comme ça on va pouvoir faire une sorte de tableau de données et sur lesquels on va se dire, est-ce que je travaille principalement sur les données sources sûres ou est-ce que je travaille finalement sur des données qui sont peu fiables
Et les sources de sûres ne servent qu'à peu de choses. Donc il faut faire bien attention. Normalement, on doit essayer de travailler d'abord sur les sources de sûres, et après, derrière, peut-être les sources de sûres peuvent enrichir un peu, mais ne doivent pas être l'objet du travail principal. L'axe principal d'amélioration pour moi, en tant que Wikipédien, c'est de multiplier l'origine de l'information. Comme une information issue d'un seul endroit n'est pas sûre pour moi, par principe de base. Si c'est un seul émetteur d'information, c'est qu'elle n'est pas sûre. Donc, plus on a de personnes qui vont avoir les informations d'un monde extérieur à l'information elle-même, plus il y aura de possibilités qu'elle soit plus ou moins fiable. Troisième information, c'est que vu qu'on a multiplié le travail de source avec le mind map, on a agrégé nos sources, on les a mis à côte à côte, on va pouvoir essayer de les croiser. Plus on aura de sources qui permettent de mettre en doute, corriger, améliorer, plus on aura au final une information qui va être claire et utilisable. Enfin, il ne faut pas hésiter à contacter les créateurs de l'information. Donc Twitter, en général, souvent on a facilité d'accès vers Twitter. Des fois il y a des mails, des fois il y a des forums. Sur Wikipédia, par exemple, les principaux auteurs d'articles sont souvent facilement identifiables. On n'est pas hésité à les contacter, en général ils sont toujours là. Ou quand on est sur des thèses ou autres, souvent ils mettent les emails associés dans l'université, donc on peut contacter ou celui qui a soutenu la thèse, ou ceux qui ont été les maîtres les chargés d'encadrer la thèse. Comme ça, ils peuvent se mettre en contact avec la personne originale. Voilà. Enfin, pour finir, comme je disais au début, surtout pas oublier une chose, quand on a une source, qu'on l'utilise, la rétribuer dans le sens, dire qu'on l'a utilisée. Ne pas hésiter à dire d'où elle vient la source. Voilà. Merci Thomas. Alors, on va